si ça ne vous dérange pas, on pourrait peut-être faire un petit tour de table juste pour que je sache un peu à qui j'ai affaire, étant donné qu'on n'est pas très nombreux, et que j'essaie aussi un petit peu d'adapter mes dires à vos activités respectives, si ça vous va. Catherine Maillet-Godbout, trucédition.com. Ok. Voilà, c'est magazine média. vraiment média, innovation, transition énergétique, vraiment orienté mobilité. Je connais, très bien. Enchanté. Bonjour, Justin Gadoury, initial, blanchisseur industriel. Et on a une flotte de 450 véhicules répartis sur une vingtaine d'usines. Ok, très clair. Une flotte majoritairement des gros. Vous avez... Non, là, ça c'est la flotte VL. Ok, très clair. Donc là, vous parlez de la flotte PL. Ok, enchanté. Laurent Maillard, Laurent Bernard. Ok. Donc vous connaissez. Ah. Vous avez des j'ai entendu parler d'un équipement de site récemment. Un beau projet. Eliane Kahn, journaliste pour l'officiel de transporteur Les Échos. Ok, super, enchanté. Loïc Martin, donc Voltix, la nouvelle filiale de Vinci Concession sur la partie borne de recharge en itinérance publique. Ok, très clair. Moulak Namouche, division pour les logistiques de l'Agence marocaine de sécurité et sécurité nucléaire radiologique. On est une autorité de réglementation et de contrôle dans le secteur des rayons mobilisés. Ok. Eh bien, enchanté. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Je préfère le fait finalement qu'on ne soit pas nombreux, comme ça permettra d'avoir un petit peu d'interaction. Donc je m'appelle Johan, je travaille chez Bump. Je vais vous présenter globalement ce qu'on fait, mais l'idée n'étant pas forcément de parler de la société, mais plutôt du sujet globalement assez large du dimensionnement des infrastructures de recharge pour les véhicules industriels, plus particulièrement les poids lourds. Si vous avez des questions, des remarques, des choses, vous dites il dit n'importe quoi, ou je suis pas d'accord, etc. Je le prendrai pas mal, vous pouvez me couper la parole, vous pouvez intervenir, c'est avec grand plaisir. L'idée, c'est simplement peut-être de vous donner un peu une vision globale de nous, comment on approche chez Bump les infrastructures de recharge pour ces environnements qu'on qualifie de recharge critique. Donc, j'ai des véhicules qui arrivent, ils doivent absolument repartir chargés, sinon mon donneur d'ordre, mon transporteur ou autre vont être à défaut et il va y avoir des sommes importantes engagées. Mon véhicule n'est pas chargé, il ne peut pas partir et mon activité est tempérée. Pour planter un petit peu le décor quand même sur notre société, on a un opérateur de borne de recharge, beaucoup des opérateurs de borne de recharge. Bon. Donc on a beaucoup des opérateurs de borne de recharge aujourd'hui. Nous, on est spécifique à du B2B, on travaille uniquement pour le marché du professionnel. On a une activité qui tourne beaucoup plus sur les flottes de véhicules légers. C'est pas grave. Et donc voilà, on a une activité plus tournée sur l'accompagnement des flottes VL, donc les flottes d'entreprise peut-être dont vous bénéficiez, c'est-à-dire équiper des sites de bornes de rechargement tout potentiellement rapides, fournir des solutions pour la recharge en itinérance, donc des tiers de recharge pour accéder à un réseau à des prix préférentiels, et derrière aussi accompagner les utilisateurs sur la recharge automatique, donc vraiment l'entièreté de la recharge pour faciliter l'adoption. Et la section qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, et celle dans laquelle je travaille, cette partie sur la logistique et sur la recharge critique. Donc dedans, on va mettre tout ce qui est camion, utilitaire, ça peut être du bus, ça peut être de la pelleteuse, j'ai envie de vous dire tout ce qui peut se recharger, mais qui n'est pas du véhicule léger ou de la flotte d'entreprise, va rentrer dans cette catégorie-là. Et la particularité, au-delà que ce soit de la recharge critique, c'est qu'on est très souvent sur du sur-mesure. Je vous regarde parce que du coup vous avez un peu mon point de repère, mais je pense que sur vos entrepôts logistiques Leroy Merlin, vous n'avez aucune solution qui est sensiblement la même, des coûts qui peuvent fluctuer en fonction de ce qu'on va mettre, des besoins spécifiques. Et c'est tous ces sujets-là qu'on va essayer d'aborder pour que vous ayez un peu cette vision globale. Si demain vous devez, dans vos activités respectives, ou si demain vous devez donner votre avis sur ces activités-là, j'espère prêcher la bonne parole. Donc déjà, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous avez des questions en préambule de tout ça, sur lesquelles vous souhaiteriez que je réponde? Vous êtes plutôt attentiste sur le sujet, vous dites bonjour. Allez-y. Vous avez... Non, mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, on a fait juste un petit tour de table globalement. Vous êtes
La Poste. Oui, c'est ça qui s'y compte. Ok. Et vous êtes dans quel secteur, La Poste? Moi, je fais la communication. Ok, très bien. Bon, bah, très bien. Des attentes, des questions? Pas spécialement. Ça marche. Bon, juste globalement, d'un point de vue très spécifique, poids lourd, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un peu la vision qu'on essaie de donner aujourd'hui à nos transporteurs ou à certains donneurs d'ordre. Demain, vous allez avoir une multitude d'endroits où vous allez pouvoir recharger vos véhicules. Aujourd'hui, celui qui nous intéresse le plus, c'est la partie dépôt, pour la simple et bonne raison qu'on a des autonomies de véhicules, on a des flux qui sont plus faciles à gérer quand on fait un point A. Et donc derrière, ça nous permet de faciliter tout ça. Demain, et ça commence de plus en plus à se développer, on va avoir des stations de recharge en itinérance qui vont nous permettre d'aller recharger un petit peu plus loin. Mais derrière, j'ai envie de dire à quel coût. C'est-à-dire qu'on va avoir ici une capacité de gérer réellement 8 kWh. Ici, on va être un peu plus dépendant de l'opérateur sur lequel on va venir se recharger. Et on rentre dans une espèce de logique où il va falloir organiser ses tournées pour arriver au bon endroit, au bon moment, s'assurer qu'il y a la disponibilité, donc c'est un peu complexe. Mais on a quand même bon espoir que demain, ça se développe davantage, ces stations de recharge en itinérance pour les véhicules lourds. Il y en a quelques-unes aujourd'hui, c'est vraiment marginal. Et enfin, ce qu'on appelle de la recharge à destination, c'est partir sur des tournées point A, point B, et pouvoir se recharger soit chez le donneur d'ordre qui sont là, ou chez le transporteur, ou sur un site tiers. Donc la recharge au dépôt, ça pourrait tout à fait être le site d'un donneur d'ordre, comme ça pourrait être le site d'un transporteur. L'intérêt étant que ça fait une multitude d'endroits où je peux me recharger, ça fait une multitude d'endroits où je peux payer mon coût du kilowattheure à un coût différent. Donc l'intérêt qu'il va y avoir, c'est quand même de pouvoir suivre ce coût final, ce coût moyenné, si j'ose dire, et d'essayer de le gérer ou de l'inciter pour que derrière ça rentre dans un coût d'utilisation, un TCO, qui permet de trouver une certaine viabilité, soit pour un transporteur ou soit pour un chargeur, enfin pour la personne qui va utiliser ce service-là. Et aujourd'hui, on a un portail de supervision. D'autres sociétés ont un portail de supervision. L'idée étant de vous donner un maximum d'informations pour pouvoir piloter ça et s'assurer de ne pas dépasser peut-être une enveloppe maximum. Et enfin, dans un futur, de se dire qu'en fait, cette plateforme-là, elle est illusoire, elle ne sert à rien. C'est simplement une façade que vous allez avoir derrière des outils que vous avez déjà chez vous, et pas juste rajouter une énième interface qui va vous rajouter des contraintes, et donc directement de l'intégrer, soit dans vos outils de gestion du bâtiment, soit dans vos outils de vos transport management system, ou soit directement si vous avez des outils de gestion de flotte. Ça vous parle comme vision, vous êtes plutôt d'accord, vous êtes questionnant sur le sujet? Prends ça dans le globalement, comment aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse, comment on fait pour dimensionner une station de recharge? Il n'y a pas vraiment de recette miracle à ça. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous avez des données en tant qu'exploitant, en tant que donneur d'ordre, en tant que transporteur. Vous allez avoir des données de tournée. Vous pouvez avoir des données de tournée projetées en fonction des durées de contrat que vous avez, etc. Vous allez avoir des notions de logistique, de temps d'arrêt. Ça veut dire combien de temps mes véhicules tournent, combien de temps mes véhicules ne tournent pas, où est-ce qu'ils tournent, où est-ce qu'ils ne tournent pas, où est-ce que je les stationne, etc. Quel véhicule j'ai? Quel véhicule demain je m'autorise à avoir? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais à la différence de véhicules thermiques, aujourd'hui, vous avez vraiment des grandes différences si on devait comparer ça à un réservoir entre les impliqués des véhicules, entre les capacités des batteries. Vous avez des petites batteries, des plus grosses batteries. Vous avez des technologies différentes qui font que certains véhicules consomment plus que d'autres. Et vous avez des technologies de recharge différentes par véhicule. Donc là, on rentre dans un marasme qui est assez costaud. Et l'idée étant de se dire, si je mets une infrastructure demain, comment je fais pour m'assurer qu'elle soit utilisable avec les camions que je commanderai dans 4-5 ans? Donc essayez de s'affranchir de tous ces sujets, que vous donniez vos véhicules préférés ou les potentiels véhicules qui vous intéressent. Et enfin, après, des notions d'exploitation. Est-ce que si je mets un véhicule ici, je gêne l'exploitation? Est-ce que je peux laisser des véhicules à quai, etc. Ça, c'est des données que vous nous donnez. Et globalement, notre rôle, c'est de les faire un peu mouliner pour après sortir une espèce de scénario. Alors, je vous ai mis des tableaux qui ressemblent pas à grand-chose avec des couleurs, et pour se dire quels vont être les besoins par rapport aux tournées en termes de récupération d'énergie, comment je peux le modéliser, est-ce que j'ai besoin d'un véhicule, une borne par véhicule, une borne pour 2, 3, 4, 5 véhicules, comment je peux gérer tout ça. Et derrière, j'ai envie de dire le plus complexe, il y a énormément de paramètres qu'on va devoir discuter ensemble et que nous, on va devoir faire mouliner pour vous apporter des solutions sur mesure sur chacun de vos sites. Le premier,
parce que même si certains disent que non, pour moi c'est quand même le plus important, ça reste le prix. Aujourd'hui, nous on a une approche un peu inversée, ça veut dire qu'on part du prix à ne pas dépasser. On se donne une limite, on se dit qu'une infrastructure, selon nos calculs à une très grosse maille, ça ne doit pas dépasser 30 centimes d'euros du kilowattheure avec l'électricité incluse. En gros, moins vous payez cher votre électricité, plus ce sera rentable pour vous. J'apprends rien, mais qu'au-delà de 30 centimes, dans certains cas extrêmes, 35 centimes d'euros du kilowattheure, on passe sur une viabilité qui est globalement quasi impossible si on doit la comparer avec un véhicule thermique. Donc on part de ça quand on fait nos designs, l'idée étant de proposer des solutions qui vont rentrer là-dedans. Si ça ne rentre pas là-dedans, de vous dire il faudrait peut-être que vous trouviez une solution pour mutualiser certains flux, faire tourner plus de véhicules, etc. Parce que sinon votre infrastructure ne va pas être rentabilisée. Intégrer les notions de bail et d'amortissement, là on est réellement sur la notion d'aujourd'hui et du futur. J'imagine que la plupart d'entre vous ont des sites en propriété et des sites en location. Sur mes sites en location, j'ai un bail qui se termine dans 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, etc. Comment je gère? Est-ce que je fais un tiers investissement avec mon propriétaire foncier? Est-ce que non, du coup, je me mets un amortissement sur 5 ans? Donc, potentiellement, ça va être encore du sur-mesure, mais là, sur la partie financement. Et raccordement de puissance. Les sites industriels, très souvent, ont de la puissance, mais des fois, elle est utilisée à 100%. Des fois, elle n'est pas utilisée en hiver, elle est utilisée en été. Mes infrastructures, j'en ai besoin en été et en hiver. Comment je fais pour protéger ça? Est-ce que mes infrastructures seront loin de mon arrivée de puissance et auquel cas, je vais avoir beaucoup de coûts de raccordement? Donc toutes ces questions qui vont être là pour le coup propres à chaque fois, à chaque site. Et dans certains cas, et dans beaucoup de cas, la pose d'un nouveau point de livraison, d'un nouveau transformateur, etc. peut s'avérer moins onéreuse qu'un raccordement sur de l'existant en fonction de certaines distances. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on doit mettre en place. Notion de délai de mise en service. Pour les personnes les moins prévoyantes, et souvent dans l'électromobilité, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on n'a pas forcément en tête les durées de travaux. Globalement, si on est sur un raccordement sur quelque chose qui n'existe pas, un transformateur, on va partir sur, on peut déjà se dire avant 1 an, le temps que toutes les démarches et les 10 aient lieu, et qu'on pose le transformateur, donc on va être sur du délai de 12-14 mois. Si demain on veut aller plus vite, on peut partir sur du raccordement, trouver des subterfuges, partir de points de livraison sur de la basse tension, des choses comme ça, pour compresser ça à une demi-année ou à 4 mois. L'idée étant d'essayer de trouver une solution adéquate et un planning en fonction de tout ça. Mais c'est des paramètres que nous on doit faire mouiller dans nos réponses également. Je ne vais pas tous les lister, mais il y en a un qui est assez important et sur lequel je reviendrai derrière. Il y a des notions aussi de subvention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des subventions qui accompagnent, qui favorisent, on va dire, le passage à l'électrique. C'est une subvention qui s'appelle Advenir, qui est assez tentaculaire, sa manière d'être comprise. Mais elle a une particularité et quelque chose qui ne change pas. Vous avez le droit de la toucher une fois par site. Et donc quand on se dit, je veux faire un site qui est évolutif entre 2025 et 2030, et ben si je me dis je mets que 2 bornes en 2025 et qu'en 2030 j'en aurai besoin de 40, ben, il faut réussir à peser le pour et le contre de est-ce que je ne surinvestis pas directement en 2025 pour aller jusqu'à 2030 parce que la subvention que je vais avoir en 2025 avec ce surinvestissement est bonne. Donc on doit aussi vous mettre en avant ces propositions-là, tout en sachant qu'aujourd'hui c'est des subventions qui ont une date de péremption, si j'ose dire, à la fin 2027 et qui sont versées à terme échu du projet. Ça veut dire que si on est sur un raccordement où on parle de 1 an, on est en train de se dire que globalement, dernier trimestre 2026, il n'y a plus de subvention pour des projets qui seront livrés sur la fin d'année 2027. Donc c'est vraiment tous ces sujets-là. Ça en fait beaucoup, en réalité on pourra en rajouter d'autres, mais notre rôle c'est de faire en sorte que tous ces sujets-là, vous ne les voyez pas, et qu'on essaie de vous les intégrer dans des solutions clés en main, et de vous proposer, j'ai envie de dire, un champ des possibles, avec une projection pour vos besoins actuels, et essayer de vous donner un peu de vision sur des projections futures. Pour vous donner un petit peu des exemples de choses assez basiques qui peuvent être faites, pour le coup que là on a fait, mais que certains de nos confrères pourraient également faire. Le tableau que vous voyez en amont, l'idée c'est de se dire, bon, aujourd'hui j'ai tant de camions, je vais avoir ce genre de tournée, on essaie de faire des cas un peu empiriques, des besoins de puissance qu'il pourrait y avoir sur le site, pour peut-être surdimensionner les transformateurs, pour prévoir des fourreaux plus importants, pour derrière rajouter des points de livraison, etc. Tout en se mettant des valeurs maximales de
dans un schéma logistique optimal de combien j'ai besoin de puissance sur ce site-là. Là, on est sur un site où il y a beaucoup de véhicules, il n'y a pas beaucoup de puissance, c'est un site urbain. Et derrière, vous proposez une recommandation et vous proposez différents scénarios. Encore une fois, là, on est vraiment sur la recommandation purement technique, et après, derrière, il y a la recommandation financière avec ces notions de subvention. Mais ça reste quelque chose d'assez complexe. On marche un petit peu sur des œufs parce qu'on n'a pas plus la science infuse sur quels camions sont disponibles, quelles autonomies sont disponibles. L'idée étant de se dire qu'aujourd'hui, on connaît à peu près les tournées des logisticiens. Bon, pour vous montrer après globalement deux, trois choses qu'on est en capacité de montrer simplement, de modéliser très rapidement. Mais vous voyez ici, vous pouvez comprendre que si le transfo ici, que les zones de recharge sont là, toute la partie qu'on va avoir de génie civil, de tranchage sur la voirie lourde, va nous coûter plus cher qu'un raccordement directement en bordure de propriété et de cheminée sur de l'air, des choses comme ça. S'il y a trois choses à retenir globalement sur comment je dois me projeter, quelles sont les choses à imaginer, c'est cette notion de maîtrise du TCO. Là j'ai mis 35 centimes tout à l'heure 30. Comme je vous disais, 30 étant bien, 35 étant vraiment le plafond ultime. Ces 35 centimes, en fait, ils sont intégrés sur un investissement assez long terme. C'est-à-dire que, potentiellement, si vous voulez faire un investissement, vous mettez 2 véhicules, on ne va pas forcément y être. Si par contre, vous savez que vous avez deux nouveaux véhicules qui vont arriver sur l'année d'après, puis 2 nouveaux véhicules sur l'année d'après, et ainsi de suite, l'idée, c'est de vous proposer un calcul incrémental, de se dire, bon, sur 5 ans, voilà combien va me coûter globalement mon électron, et est-ce que je vais rentrer dans mes coûts ou pas. Certains arrivent à rentrer dans leur coût dès les premières infrastructures, ça c'est le meilleur des mondes, mais c'est pas systématique. Une autre chose, on s'écarte un petit peu du sujet, mais ça reste quand même très important, c'est ce qu'on appelle la continuité de service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les infrastructures que vous avez, c'est très bien, on va les mettre, elles sont là, elles sont belles, il faut qu'elles fonctionnent. Il faut qu'elles fonctionnent, parce que si elles ne fonctionnent pas, globalement vous allez perdre de l'argent, parce qu'on va retomber dans le sujet de je recharge pas mon véhicule, il y a des pénalités, ou je perds des contrats de cette manière-là. Et ça, globalement, c'est le plus compliqué. Je veux dire, installer des bornes, c'est pas très dur, si ce n'est d'avoir fait le bon scénario. Mais derrière, après, s'assurer qu'elles fonctionnent, parce qu'elles vont tomber en panne. Il va y avoir de la casse, des camions qui vont reculer dedans, des choses comme ça. C'est vraiment intégrer un suivi, une continuité pour s'assurer que toutes les pannes, toutes les problématiques qui vont intervenir soient réparées le plus rapidement possible. Et ça va être le rôle d'un opérateur de borne de recharge, ça va être le rôle par exemple d'une société comme Bump, de vous garantir des choses comme ça, de contractualiser sur de la pénalité ou autre, pour vraiment mettre notre responsabilité là-dedans. Et en fait, de vous garantir que l'investissement que vous avez fait pour 2, 3, 5, 6, 8, 10 ans soit pérenne et que derrière vous soyez sûr que ces infrastructures fonctionneront sur cette donnée. Je pense que ça vous intéresse de voir ce genre de choses, donc je vous l'enverrai aussi. Il y a 2 notions de subvention. Il y a des subventions sur les bornes sur ce qu'on appelle un point de charge. Un point de charge, c'est pas une borne, c'est vraiment un pistolet. Ça veut dire que si vous avez une borne avec 2 pistolets, c'est 2 subventions que vous pouvez toucher. Vous avez des subventions au point de charge et vous avez des subventions à l'arrivée de puissance. Je prends un cas concret, je suis sur un site, désolé, je suis sur un site, on va prendre le logistique, je suis sur un site initial, j'ai 2 camions, mais je sais que dans 2 ans j'en aurai 4. J'installe une borne avec 2 points de charge, je me dis c'est super, je mets de la puissance, je vais prendre 30 000 € de subvention. Mais je mets une borne quand même assez puissante et je mets un nouveau transfo de 600 kVA pour alimenter les futures 2 autres bornes. Là, je dois me poser la question de est-ce que c'est pas plus intéressant de poser mes 4 bornes tout de suite et d'aller chercher les 100 000 plutôt que de prendre une fois, je rappelle qu'on peut la toucher qu'une seule fois, 30 000 sur les 2 premiers. Il y a vraiment ces notions où on doit vous le mettre en avant, tout en sachant que ces principes de subvention-là sont validés en amont. Ça veut dire qu'au début du projet, on vous les valide, qu'il y a déjà un voyage venir, il est valide ou non, et après, derrière, vraiment, elles sont validées sûres de les toucher. Par contre, quand on est dans des phases amont et qu'on n'a toujours pas validé le projet, théoriquement, c'est jusqu'à 2027, mais on n'est jamais sûr de les toucher. Donc il y a vraiment ces calculs à prendre en considération, et vous voyez, c'est non neutre. Tous les calculs que je vous ai mis tout à l'heure, des 30 centimes, 35 centimes d'euros du kilowattheure, c'est hors subvention. On préfère communiquer hors subvention parce qu'il y a toujours des cas spécifiques où on se rend compte qu'en fait sur un site, ils avaient déjà demandé pour des petites bornes, qu'on ne peut plus les demander, etc. Donc on préfère que ce soit la cerise sur le gâteau, que ce soit vraiment ce qui va pousser le projet. Vous aviez des notions de subvention, vous pensez que ça peut être ces montants-là ou pas particulièrement? C'est des montants quand même, moi je trouve que c'est des montants quand même qui sont assez importants. Un transfo 600 kVA, ça coûte à peu près 60 000 €. Ça veut dire qu'on
on subventionne à 160% à peu près une arrivée de puissance, c'est quand même assez important. Les délais dont je vous parlais tout à l'heure, à penser quand on fait de demain, quand on se projette pour des électrifications futures, ces fameux transfos, on est sur plus d'1 an de délai simplement pour avoir l'arrivée de puissance qui est ici. Et enfin, je m'arrêterai là-dessus, et après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça ressemble à ça globalement, une plateforme de supervision. L'intérêt qu'il va y avoir là-dedans, ici vous avez l'exemple d'un seul site. À l'échelle d'un site, une plateforme de supervision, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous voyez vos opérations, vous connaissez vos gars, etc. Si demain vous avez 50 sites, si on se projette sur un futur, c'est hyper intéressant de savoir. Pas de souci, merci. C'est hyper intéressant de savoir où sont mes véhicules, quelles sont mes bornes qui fonctionnent, quelles sont les bornes qui ne fonctionnent pas, d'avoir un petit nuancier, de savoir quand est-ce que les bornes fonctionnent, ne fonctionnent pas, est-ce que je ne peux pas incrémenter de nouveaux véhicules pour les faire tourner un petit peu plus, et derrière avoir vraiment cette optimisation-là, et surtout d'avoir cette vision très très globale sur mes coûts, les économies générées, et d'avoir aussi cette notion de supervision, de maintenance, d'avoir vraiment une transparence sur quelles ont été les interventions qui ont été faites sur nos infrastructures, etc. Donc ça, c'est des logiciels, globalement, qu'on entend derrière supervision. Après, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont vont être maintenues toutes les infrastructures. La supervision ne peut être parfois qu'un seul logiciel, mais on parle plutôt d'entretien, maintenance, supervisé, etc. Je vais vous passer ma pyramide de Maslow. Et je vois qu'il reste quasiment pas de temps. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si ça me paraît opportun ou pas du tout, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'avais une question juste sur l'aspect des VL. Alors je veux bien la présentation, mais vous devez l'avoir avec le badge, je pense que vous avez notre adresse. Je pense, je sais pas, c'est possible. Est-ce que vous avez un peu cette même approche sur du VL en B2B Ouais, complètement. Là, en fait, en gros, pour du camion, l'approche, elle est vraiment poussée à son paroxysme parce que souvent, on est sur des investissements qui sont gros, qui sont costauds. Sur du VL, on va rarement aller sur de la recharge rapide, on va souvent aller sur des bornes un peu plus grandes, des bornes type 22 kW. Et il y a un rapport quasiment de 1 à 10, voire même des fois de 1 à 50. Par exemple, une borne 22 kW, ça coûte à peu près 1 000 €. Une borne 50 kW, ça coûte à peu près 15 000 €. Une borne 250 kW, ça coûte 40 000 €. Donc, en fait, on va plus être sur l'optimisation, sur du chemin de câble, sur des choses comme ça, que vraiment sur l'optimisation avec du smart charging ou autre, et voir une approche très très globalisée sur les arrondissements. Sur de la 22 kg, je vais te dire, c'est moins important. Mais oui, bien évidemment, on a la même approche. Et la plupart de nos sites sont VL, BL, il peut y avoir des vulles qui viennent se recharger. On travaille avec des blanchisseries, ils ont les deux. L'idée étant de faire profiter des recharges des PL assez bien. Bien sûr. Ça marche. C'était un plaisir. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.